Donc Attends, le on but lance, de on lance. Attends, 2 secondes. Hop. C'est parti, bonjour tout le monde. Alors, bonjour tout le monde. Donc le but de ce webinaire, c'est calque, voir les tableaux, les formules, on va dire égayer rapidement un tableau avec des petites astuces. Donc je vais partager mon écran, je vais aller à une vitesse, on va dire, relativement soutenue ou pas soutenue, dans le sens où vous aurez peut-être du mal à mettre en application tout de suite. Mais ceci dit, je laisserai toujours un petit peu de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre pour si vous avez besoin d'avoir un petit complément d'information ou si ça vous fait penser à une petite chose que vous avez déjà eue. Donc je vais partager mon écran. Oui. Philippe, justement sur cette petite précision, j'étais justement en train de leur écrire que comme ils sont très nombreux, je préfère qu'ils écrivent leurs questions dans la discussion et je t'interromprai parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué. Oui, j'avais zappé qu'il y avait un peu de monde, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc là, je vais partager mon écran. Vous allez me dire si vous voyez bien mon écran. Écran complet, tac, je partage. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça marche, c'est bon, on a une feuille blanche. Normalement, on a une feuille blanche sur calque. Alors, ce tableau, ce fichier, je l'ai un petit peu préparé. On voit qu'en bas, il y a 3 petits onglets. Mais là, je vais commencer par un tableau vierge. Et quand j'ai besoin de faire quelque chose sur calque, mais c'est sur tout logiciel, en fait, la première chose que je fais, je réfléchis à ce que j'ai besoin de faire. C'est-à-dire que calque ne va pas me faire mon tableau, c'est moi qui va faire le tableau avec cet outil qui est calque. C'est-à-dire que quand je dis ça, c'est que avant toute chose, il faut que je sois capable de le faire à la main, sans calque. Si je ne connais pas les formes de calcul, c'est pas la peine d'aller dans calque parce que calque va pas m'aider pour autant. Même si on va voir qu'on a on a un assistant fonction, mais l'assistant fonction est simplement là pour m'aider pour remplir la fonction, de savoir dans quel ordre je mets les arguments. Les arguments, c'est-à-dire les informations que la fonction a besoin pour donner un résultat. Mais en aucun cas, calque me dira, bah, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Si je résume, si j'ai que 30 secondes pour vous expliquer comment fonctionne calque, eh bien, je dis toujours, je me mets dans la place de quelqu'un qui explique à une autre personne. Et vous allez voir que quand je vais faire mon tableau, je vais tout simplement expliquer à calque, mais comme si j'expliquais à un gamin, par exemple, comment on fait tel calcul. L'exemple que je vais prendre, c'est un exemple tout simple. J'ai janvier, février, mars, avril et un total pour des recettes, des dépenses et un solde. Donc là, je l'ai en tête, janvier, février, mars, avril total, j'ai en ligne les recettes, les dépenses et le solde. Et ce que je voudrais, quand j'ai besoin de faire un solde, on est d'accord que ce sont les recettes moins les dépenses. Eh bien, je sais faire le tableau, donc je vais pouvoir le faire dans le calque. Et c'est ce que je vous propose qu'on le fasse ensemble. Je vais cliquer en B1 parce que dans la colonne A, je vais pouvoir taper recettes, dépenses. Donc je vais me mettre en B1, je vais taper janvier. Quand je tape quelque chose dans calque, la particularité de calque, si vous assistez au webinaire Writer après, eh bien, j'ai pas cette même particularité. C'est-à-dire que quand je suis dans calque, quand je tape quelque chose, je dois toujours valider ce que je tape. Pour valider, j'ai plusieurs façons de valider. Soit je clique sur le petit bouton vert qui est ici, soit je ne valide pas avec la petite croix rouge, ou je peux valider avec la touche entrée. On verra qu'un petit peu plus tard, je vous montrerai une petite astuce. On peut aussi valider avec la touche tabulation. La touche tabulation, c'est les 2 flèches les unes au-dessus des autres. Je peux valider du texte ou des nombres, mais en tout cas, la seule façon de valider une formule de calcul, ça sera avec la touche entrée. Donc là, je vais faire tabulation pour aller à côté, puis je pourrais taper février, puis je pourrais taper mars, avril, ainsi de suite. Bon, là, c'est là où on voit que quand je fais un tableau avec calque, il ne va pas m'aider à faire le tableau, mais en tout cas, je vais être plus rapide à faire le tableau avec calque, parce que quand je tape janvier, généralement j'ai février, mars, avril, eh bien c'est pour ça que si j'amène la souris vers la petite croix noire, j'ai cette petite croix noire qui apparaît, et si je maintiens appuyé, eh bien, il connaît les mois. Alors, il connaît quoi? Il connaît pas tout, hein. Si vous tapez Nantes, il va pas vous mettre La Roche-sur-Yon, Angers, Paris, et ainsi de suite. Mais il connaît les mois, il connaît les jours. Si je tape lundi, il va me mettre lundi, mardi, mercredi, et ainsi de suite. Si je tape janvier, il va me mettre janvier, février, mars et avril. Et le reste, il ne connaît pas. On verra après dans les suites de nombres. On va pouvoir faire la même chose dans les suites de nombres. Mais en termes de texte, il connaît janvier, février, mars, avril et lundi, mardi, mercredi. C'est pour ça d'ailleurs que je vais taper recette. Et vous voyez, quand je vous disais, je valide recette, si je prends
la petite croix noire et je descends. Il ne connaît pas la suite que je voulais faire, ce qui est bien évident. Donc, il me remet recette, recette, recette. Quand j'ai sélectionné ça, une petite astuce, quand je veux supprimer, eh bien, je prends et je remonte comme ça. Vous voyez que ça noircit. Les cellules qui sont noircies vont être tout simplement supprimées. C'est une façon de supprimer aussi. L'autre façon, ça serait de sélectionner les deux, puis d'appuyer sur la touche Supr. Ça marche de la même façon. Je vais taper dépenses, je vais taper solde, et ici, je vais taper mes nombres. Je vous ai dit que le fait de faire tabulation, c'était une petite astuce. Mais regardez, je vais taper 100 000. Je fais tabulation pour aller sur février. Je vais taper 125 000. Tabulation pour aller sur mars, 135 000. Tabulation pour aller sur avril, 140 000 par exemple. Et là, moi, ce que je voudrais, j'ai tapé ma ligne, je voudrais revenir une ligne en dessous et me mettre sur dépenses. Eh bien, ici, si j'ai fait tabulation, 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 quand je vais faire entrer, je vais descendre une ligne et me positionner en dessous de la première cellule pour laquelle j'ai fait tabulation. J'ai commencé à faire tabulation quand j'ai tapé 100 000, donc tabulation, tabulation, tabulation. Et quand je suis entré, il revient prêt à taper l'autre ligne. Ça peut être intéressant quand vous tapez des listes avec le genre, le prénom, le nom, les différentes informations et que vous avez plusieurs listes à rentrer, bien vous faites tabulation, 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 entrée, puis vous êtes prêt à saisir l'autre ligne. Sinon, vous pouvez faire aussi flèche droite, flèche droite, flèche droite. Vous voyez, comme j'ai fait flèche, 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 quand je fais entrer, je descends ici, puis je reviens en arrière, ça marche aussi, bien évidemment. C'est un petit peu plus rapide la première méthode. Je vais taper mes dépenses. Par exemple. Voilà. Il ne me reste plus qu'à taper ici le mot total et j'ai fait l'ossature de mon tableau. Clairement, les intitulés ici que j'ai tapé recettes, dépenses, janvier, février, mars, avril total ne rentrent en rien en ligne de compte dans les calculs de calque. Parce que calque, si j'ai mis ça, c'est pour faire beau, c'est pour préparer mon tableau, pour que ce soit agréable à lire, mais calque ne s'occupe pas du tout du texte que j'ai ici. C'est pour ça que quand j'ai besoin de calculer un solde, si j'avais besoin d'expliquer à quelqu'un comment on calcule un solde, je pense que naturellement, je dirais que le solde de janvier est égal aux recettes de janvier moins les dépenses de janvier. Eh bien, c'est exactement ce que je vais faire. C'est-à-dire que quand je suis dans Calque, je vais cliquer sur le solde de janvier et je vais lui dire que le solde de janvier est égal aux recettes de janvier. Donc, soit je tape B2, soit je clique sur B2. C'est totalement équivalent. Vous tapiez B2 ou vous cliquez sur B2, c'est la même chose. Le B en majuscule ou le B en minuscule, aucune importance. Moins, et je clique sur B3. Au niveau des signes, bon, le moins, c'est le moins, ça c'est le petit tiret, on est bien d'accord. Le plus, c'est le plus, donc ça, ok. Le multiplier, c'est pas le X en minuscule, mais c'est la petite étoile. Alors la petite étoile, si vous avez un pavé numérique, vous l'avez sur le pavé numérique, sinon la petite étoile, elle est à côté de la touche entrée. Et le diviser, c'est pas les deux points, c'est la barre de fraction, c'est le slash. Alors faites attention parce que la barre de fraction, quand vous n'avez pas de pavé numérique, elle est au-dessus des deux points, elle est en majuscule par rapport aux deux points. Voilà. Quand j'ai fait ça, si je dis que c'est égal à B2 moins B3, pour dire que j'ai terminé, c'est là que je vous disais que je n'ai pas d'autre choix pour valider quand je tape une formule de calcul qu'avec la touche entrée, eh bien j'appuie sur la touche entrée et il me donne le résultat. Bon, clairement, si je me mets dans le cas de quelqu'un, si par exemple je vous demande comment on calcule le solde de janvier et vous venez de m'expliquer que c'était égal aux recettes de janvier, moins les dépenses de janvier, et si je vous dis ok j'ai compris pour janvier et février, je suis à peu près persuadé que vous allez me dire écoute c'est la même chose, c'est février c'est comme janvier et mars c'est comme février, janvier, ainsi de suite. C'est ce que je vais dire à quelqu'un. Je viens lui expliquer comment on calcule janvier, eh bien je vais prendre la petite croix noire et je recopie vers la droite. Et il me fait mes calculs. Il me fait mes calculs parce que je lui ai déjà monté un premier calcul. Je vais simplement voir une chose. Imaginons que j'ai 100, j'ai 50 et j'ai 2. Si je vous dis, par exemple, combien font 100 moins 50 multiplié par 2 ? Si je fais 100 moins 50 multiplié par 2, donc 100 moins 50, ça fait 50 fois 2, ça fait 100. Si par contre, je vous dis, non, je me suis trompé, c'est 100 moins
50 fois 2, et vous voyez, 50 fois 2, j'insiste sur le fait de dire c'est 50 fois 2 et c'est pas 100 moins 50, eh bien, dans ces cas, je vais être obligé de mettre des parenthèses. C'est exactement la même chose. Quand je vais mettre égal, si je veux dire que c'est 50 moins 50, le tout multiplié par 2, par exemple, il faut que je mette des parenthèses, je tape ma formule 100 moins 50. Alors, quand je dis 100 moins 50, c'est plutôt la cellule où j'ai 100 et la cellule où j'ai 50. Je ferme la parenthèse et je multiplie par cette partie. Donc, dans calque, il n'y a aucune devinette de calque. Si j'oublie de mettre les parenthèses ou si je mets les parenthèses, je ne vais pas avoir le même résultat. De la même façon, en français, comment je vais m'exprimer, si j'oublie de dire, alors pas les parenthèses, mais dire le tout, ou ainsi de suite, bien, je ne vais pas avoir le même résultat. Voilà, je voulais simplement indiquer ce point-là par rapport à mes calculs. J'arrive sur le total. C'est là qu'on va voir le total. La vraie formule, normalement, le total, ça serait égal, ça serait les recettes de janvier, plus février, plus mars, plus avril, plus. Je pense que naturellement, en français, entre nous, on dirait c'est la somme des recettes de janvier à avril. C'est équivalent de ce que je viens de dire. La seule petite différence, c'est que c'est plus rapide à dire. Là, ça va être la même chose. Soit je tape égal P2 plus C2 plus D2 plus E2, et puis je pourrais continuer si j'allais jusqu'au mois de décembre, soit j'utilise une des nombreuses fonctions dans Calc. Alors, il en existe 900 et il y en a, je crois que c'est même plus que 900, il y en a 10 tous les 3 mois à peu près. Donc, je vais utiliser une des nombreuses fonctions. Mais pour utiliser une des nombreuses fonctions de Calc, j'ai deux boutons. Soit les fonctions les plus courantes. Alors, je ne sais pas si c'est les plus simples, les plus courantes. En tout cas, il y en a une qui est la plus courante, la plus utilisée, qui est la fonction somme. Si je clique sur le petit triangle qui est ici, je retrouve des fonctions qui sont souvent utilisées, en tout cas, que j'ai en raccourci. Donc, j'ai la somme qui me permettrait de faire la somme des recettes de janvier à avril, ou la moyenne qui me permettrait de faire la moyenne des recettes de janvier à avril, le minimum qui me trouverait le minimum. Le NB, la différence entre le NB et le NBval, ça me permettrait d'avoir le nombre de cellules qui contient un nombre. Et NBval me donne le nombre de cellules non vides. Je vais m'arrêter 2 petites secondes à ce sujet. Si je tape 10, AAA et 20 par exemple, si je vais ici et je choisis NB et je sélectionne ce que je veux, c'est-à-dire ces cellules-là, j'arrive à 3 parce qu'il y a bien 3 cellules qui ont un nombre. Celle-là, elle n'est pas vide, c'est vrai, mais c'est du texte. Contrairement à la fonction NBval, si je vais ici, si je vais sur NBval, qui me donne le nombre de fonctions de cellules non vides, donc là, si je fais ça, il me donne 4, parce que j'ai effectivement 4 cellules non vides. Donc voilà la petite différence enfin, entre le NB et le NBval. Ça me permet de savoir le nombre de cellules dans une liste, par exemple, le nombre de cellules soit qui contiennent un nombre, soit qui contiennent du texte, un nombre et un texte. Voilà. Et puis après, des fonctions statistiques comme l'écart type ou la variance, et ainsi de suite. Je ne vais pas passer plus de temps sur cette notion. Si j'ai besoin de l'écart type, si j'ai besoin de la variance, il y a la fonction. Si je ne sais pas ce qu'est une variance, j'allais dire, j'ai la fonction, mais je ne saurais pas l'expliquer, je ne saurais pas l'utiliser. Donc, on en revient toujours à la même chose. Donc là, je vais effacer mon petit bazar ici. J'arrive sur mon total, je clique ici et je vais utiliser la fonction, alors la plus courante, celle qu'on utilise souvent, c'est la fonction somme. Quand je fais sur somme, il me propose la bonne somme. J'ai de la chance, j'ai préparé mon coup. Pour le webinaire, je ne vais pas faire quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, vous avez remarqué qu'il me propose la somme de B2 à E2. Le 2 points, je le traduis par A. Et ça, d'une façon générale. Quand je suis dans une somme, le 2 points veut dire A, le point virgule veut dire et. Par exemple, si j'avais mis somme B2 point virgule E2, ça voudrait dire que je fais la somme de B2 et de E2. En un mot, j'aurais fait égal B2 plus E2. Là, comme j'ai bien le 2 points, c'est la somme de B2 à E2. Bon, si je fais entrer, il me fait bien la somme de B2 E2. Je vais supprimer ça. Et par exemple, en février, j'ai pas de recette. OK. Et je vais utiliser la même fonction. Je fais ça, je vais sur mon petit 1, je vais sur la somme, et vous remarquez simplement qu'il vous propose de faire la somme de D2 à E2.
Donc, pourquoi? Parce que Calc, il n'y a aucune réflexion de la part de Calc. Et quel que soit le tableur, vous pouvez prendre tous les tableurs qui existent aujourd'hui sur le marché, il ne va pas réfléchir à votre place. Il vous propose. C'est-à-dire qu'il est assez simple, il regarde, il dit bah, j'ai des nombres, j'ai un trou. Si j'avais mis un zéro, je n'aurais pas eu ce problème-là, mais je n'ai pas mis un zéro, j'ai rien mis du tout. Eh bien, il y a un trou, il s'arrête ici. Donc, ça veut dire que quand j'utilise la fonction somme, quand j'utilise l'assistance, c'est quand même moi qui suis maître, c'est moi qui valide la fonction. C'est-à-dire que là, si je fais entrer pour dire là, et puis après je vais dire, ah bah Calc s'est trompé, pas du tout. Il m'a proposé quelque chose qui malheureusement dans ce cas-là est pas bon, eh bien je vais lui dire non, non, je veux pas que ça soit la somme de D2 E2, mais je vais lui montrer l'étendue de ma somme. Vous voyez là, je sélectionne la somme pour arriver comme tout à l'heure, la somme de B2 à E2. Et quand je suis arrivé sur la bonne somme, je fais entrer. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais recopier vers le bas. Et pour recopier vers le bas, il y a une petite astuce. C'est-à-dire que quand j'ai un grand tableau, plutôt que maintenir appuyé et descendre jusqu'en bas, eh bien, je double-clique avec la petite croix noire. Et quand je double-clique, ça descend aussi bas que mon tableau. Donc, si mon tableau avait par exemple 50 lignes, eh bien, il m'aurait recopié la somme sur les 50 lignes. J'aurais pu aussi maintenir appuyé et descendre, mais je gagne un petit peu de temps à double-cliquer. Je vous ai montré le double-clic vers le bas parce que le double-clic ne marche pas de façon horizontale. Ici, je n'ai pas d'autre méthode que de prendre et d'étirer sur toute la ligne. Par contre, en vertical, je peux double-cliquer. Je vais me remettre en février et je vais retaper 125 000. Évidemment, ça, ce n'est pas une surprise. L'avantage de Calc, c'est que quand vous tapez quelque chose, il va refaire le calcul. Mais j'allais dire, mon tableau est terminé. J'ai terminé mon tableau en termes de données, en termes de calcul. Il va nous rester la partie mise en forme, certes, mais sur la partie création de mon tableau, ben, quand vous regardez bien, j'ai fait peut-être des calculs simples, c'est un petit tableau, mais si vous augmentez le nombre de lignes, le nombre de colonnes, en termes de formules, c'est à peu près la même chose. Une formule de calcul commence toujours par le signe égal. Des fois, je vois des personnes qui pensent qu'il faut utiliser la fonction somme pour faire un calcul. Et des fois, ici, je vois des personnes qui vont me dire somme. Donc, ils vont cliquer sur la somme et ils vont dire c'est la somme de cette cellule-là moins l'autre cellule. Donc, ils vont mettre B2 moins B3, par exemple. Donc, je fais la somme de la différence. Alors, moi, ça, c'est pas faux, hein, mais ça me choque un petit peu. C'est pas la somme qui fait le calcul, c'est le signe égal. Voilà. Aurélie, il n'y a pas de questions? C'est bon? Je suis clair pour tout le monde? Non, ça va, j'ai que des problèmes techniques pour l'instant, tout va bien. Bon. Maintenant, ce que je voudrais qu'on regarde 2 petites secondes, c'est quand je prends un tableau qui a été fait par quelqu'un ou qui a été fait par moi il y a un certain temps. Je vais vous poser juste une petite question. Par exemple, je sais que les dépenses de janvier, c'est pas 50 000, mais c'est 60 000. Qu'est-ce que je fais? Je clique et je modifie ou pas? Je sais que le solde de janvier, c'est pas 50 000, mais c'est 60 000. Vous voyez, j'ai 2 fois 50 000. Il y en a un, je veux passer à 60 000, puis l'autre, je veux aussi passer à 60 000. Comment ça se passe? Comment je sais qu'est-ce qui se calcule et qu'est-ce qui ne se calcule pas? Mais il y a une partie qui est pour moi la partie la plus importante d'un tableur. Et je fais exprès de parler d'un tableur. C'est-à-dire que je sors de l'environnement calque. Ça, c'est valable pour tous les tableurs. Quand, quand je prends un tableau qui a été fait par quelqu'un que je ne maîtrise pas et qui a été fait sur un tableur, je regarde toujours la barre de formule. La barre de formule, c'est cette partie-là qui s'appelle la ligne de saisie, cette partie blanche ici. Et c'est là que je vais voir comment a été fait mon tableau. Vous voyez, par exemple, quand je clique sur les dépenses de janvier, je vois quoi dans la ligne de saisie, dans cette barre de formule? Eh bien, je vois 50 000. Donc, je sais que 50 000, c'est une donnée. Donc, si ce n'est pas 50 000 les dépenses de janvier, mais c'est 60 000, eh bien, il me suffit de taper 60 000 et de faire entrer pour valider ma donnée. Et évidemment, tous les calculs vont se refaire. Par contre, quand je clique ici, je vois quoi dans la ligne de saisie? Eh bien, je ne vois pas 50 000, mais je vois égal B2 moins B3. Donc, ça veut dire que ce 50 000 du solde de janvier est le résultat d'un calcul. Si je veux avoir le solde de janvier à 60 000, parce que je sais que c'est 60 000, ben j'augmente les dépenses, j'augmente les recettes, ou je diminue les dépenses, ou je fais les deux. Je peux mettre 105 000 dans les recettes et 45 000 dans les dépenses et j'arriverai à 60 000. Mais en tout cas, en aucun cas, je clique sur le solde de janvier et je tape 60 000. D'une façon générale, quand je récupère un tableau qui a été fait par quelqu'un, que je ne maîtrise pas, que je ne sais pas comment il a été fait, eh bien, je fais toujours la même chose, j'appelle ça picorer, donc ce n'est pas un terme très informatique, mais je clique sur les différentes cellules et j'ai les yeux rivés
sur la ligne de saisie. Pour comprendre où se trouvent les données, là je vois qu'il y a des données, des données, des données, des données, des données. Et là, j'ai un calcul, j'ai un calcul, j'ai un calcul, j'ai un calcul. Donc je vois ce que je vais pouvoir changer et ce qui va se changer automatiquement. Voilà pour mon petit tableau. Maintenant, ce que je vous propose, s'il n'y a pas de questions, et j'attends que tu reviennes vers moi, Aurélie, s'il n'y a pas de questions sur les calculs, sur les formules, on n'a pas fait des formules très complexes, très compliquées, mais on a fait l'essentiel. Il n'y a pas de questions, Aurélie, à part les problèmes techniques? A priori, non. Donc, je continue. Je voudrais mettre en forme. Bah, tiens, on va commencer par, on va dire, une petite mise en forme simple. Je voudrais mettre janvier, février, mars, avril total, centré en gras. La première chose à faire, quand j'ai besoin de faire quelque chose sur un outil informatique, je commence par sélectionner. Pour sélectionner, je dois être au milieu de la cellule. Je suis au milieu de la cellule et quand je suis au milieu de la cellule, je maintiens appuyé et je fais glisser. Je vous dis ça parce que si jamais, je vois des fois des personnes qui reprennent la petite croix. Et c'est vrai que quand je fais ça, j'ai l'impression d'avoir sélectionné janvier, février, mars, avril. Mais j'ai surtout recopié janvier, février, mars, avril, et le total s'est transformé en mai. J'aurais pu faire ça de la même façon si je prends mes nombres, si je prends ça et je veux sélectionner mes recettes, ben je m'aperçois que ce que j'ai fait, j'ai tout simplement recopié mes nombres. Donc, quand je veux sélectionner, je prends surtout pas la petite croix noire, la petite croix ici, mais je suis au milieu de la cellule, je maintiens appuyé et je fais glisser. Là, j'ai sélectionné et après, je peux mettre en gras, je peux mettre en italique, je peux mettre en rouge, je peux écrire en jaune. Bon, si le rouge me plaît pas, je peux choisir la couleur que je veux, au même titre que si le jaune me plaît pas, je peux choisir la couleur que je veux. Je peux centrer dans les cellules, on centre toujours dans les cellules. Ces petits boutons-là me permettent de centrer en vertical parce que j'ai aussi la possibilité d'agrandir mes lignes. Pour agrandir une ligne, c'est toujours sur le bas de ma ligne. Si je maintiens appuyé ici, j'agrandis une ligne. Et vous remarquez qu'il est toujours aligné, janvier, février, mars, avril, est aligné sur le bas. Donc dans ces cas-là, j'aurai intérêt de centrer en vertical. Je vous ai montré comment on agrandit une ligne, donc c'est toujours sur le bas de la ligne. Par exemple, quand je suis là, je ne vais pas jouer sur la ligne 2, mais bien sur la ligne 1. Si je fais ça, je ne vais pas agrandir la ligne 2, mais je vais diminuer la ligne 1. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les colonnes. Si j'amène la souris entre A et B, si je fais ça entre A et B, si je maintiens appuyé, eh bien, j'agrandis ma colonne sur sa droite ou je diminue la colonne sur la droite. Ça, c'est quand je veux agrandir une colonne ou une ligne. Si je veux agrandir plusieurs colonnes et qu'elles aient toutes la même largeur, et ça d'un seul coup, eh bien, si je veux que janvier, février, mars, avril total soit plus grand, eh bien, je sélectionne B, C, D, E, F. Alors, j'insiste juste sur une petite chose parce que par expérience, souvent, je vois les personnes qui sélectionnent janvier, février, mars, avril total. Là, je n'ai pas sélectionné mes colonnes, j'ai sélectionné des cellules. Si je veux sélectionner mes colonnes, je clique sur la lettre B, je maintiens appuyé et là, j'ai sélectionné toutes mes cellules de ma colonne. Donc, j'ai bien sélectionné ma colonne, je sélectionne B, C, D, E, F. Donc, je suis bien sur les lettres. Et maintenant, il me suffit d'agrandir une colonne pour que toutes les colonnes reprennent la même largeur que je viens de définir sur une colonne. Ce que je sais faire sur les colonnes, c'est exactement la même chose sur les lignes. Si je sélectionne mes lignes, et toujours pareil, je ne sélectionne pas A1, A2, A3, A4, mais bien mes lignes. Si je sélectionne mes lignes et j'agrandis une ligne, peu importe laquelle, automatiquement, toutes mes lignes sont agrandies. Et évidemment, je vais finaliser avec un petit centrage, non pardon, c'est pas ça que je voulais, mais un petit centrage en vertical, c'est quand même un petit peu plus beau. Bon, là, j'ai presque terminé. Oh, il me reste, puisque je suis sur un budget, j'aimerais bien mettre le symbole euro. J'aimerais bien que mes nombres soient 100 espace 1000,00 euros ou de cette façon-là. Je sélectionne mes nombres. Donc, je clique ici, je vais en diagonale, je sélectionne mes nombres. Et je vais cliquer sur l'espèce de billet de banque et de pièce de monnaie. Quand je clique ici, je vais choisir soit l'euro. Alors, ça ne traduit pas. C'est pas un convertisseur.
C'est-à-dire que si je clique sur le billet de banque, ça me met 100 000 euros. Si je mets, je vous avoue qu'il y a des dollars, si je vous le mets en dollars américains, par exemple, il doit être quelque part là-dedans, en dollars américains, où il ne va pas le traduire en dollars, il ne va pas le convertir en dollars, il va simplement mettre le symbole dollar ou le symbole machin ou le symbole truc. Donc, ce n'est pas un convertisseur, c'est simplement pour afficher la devise dans laquelle j'ai tapé mon tableau. Donc là, moi, je vais rester en euros. Je vais cliquer sur le petit billet de banque, il me met en euros. Si je veux réduire, je suis sur un budget prévisionnel, donc je ne vais pas prévoir au centime près. Ben, vous avez ici deux petits boutons qui me permettent de supprimer les décimales et à l'inverse, qui me permettent de rajouter les décimales. Maintenant, si vous trouvez que le symbole euro dans un budget de trésorerie, c'est peut-être un petit peu lourd, parce qu'on se doute bien que les recettes et les dépenses, c'est en euros, ça ne va pas être en botte de poireaux. Si je veux avoir le même format, mais sans le symbole euro, j'ai ici le format de nombre que vous avez ici, et vous avez le même format. Quand je dis le même format, c'est-à-dire 100, espace, 1000,00, mais vous n'avez pas le symbole euro. Et de la même façon, vous pouvez ou pas supprimer les décimales. Voilà. Ces symboles-là, on est assez, j'allais dire, assez restreint par rapport à ça, parce que là, c'est les raccourcis. J'ai aussi, et si je veux avoir des formats de nombres un petit peu plus poussés, on va dire, eh bien, je sélectionne toujours mes nombres et je peux l'avoir dans format. Et dans format, vous avez cellule. Quand vous êtes dans format cellule, en fait, tout est résumé dans ce format cellule. C'est-à-dire que là, vous avez notamment les nombres. Est-ce que c'est des nombres, des monnaies, des dates, des heures, des scientifiques? On reviendra sur cette date parce que c'est assez étonnant de voir le format de date dans un nombre, mais on verra pourquoi le format des dates, on les a dans les nombres. Et là, je peux modifier le format et aller un petit peu plus loin. Au même titre que je vous ai montré comment on pouvait mettre en gras et ainsi de suite, eh bien là, je peux mettre en forme la police. Ça peut être des effets de caractère, ça peut être des bordures. On verra qu'il y a un autre moyen pour faire la bordure plus rapide, mais en tout cas, dans format cellule, eh bien, j'ai tout l'alignement aussi. J'ai tout ce que j'ai dans la petite barre d'outils. Allez, je ferme ça. Je reviens dans mon tableau. J'ai presque terminé. J'ai presque terminé. Tiens, je voudrais quand même aller voir en aperçu impression, parce que j'ai souvent des surprises quand je suis en aperçu impression. Et d'ailleurs, là, je vais avoir une première surprise. C'est que quand je vais en aperçu impression, en fait, je m'aperçois de quoi? C'est que le quadrillage ne s'imprime pas. Ce que j'appelle le quadrillage, eh bien, c'est ce que j'avais ici, qui est par défaut quand je suis dans mon calque. Eh bien, ce quadrillage ne s'imprime pas. Donc, j'ai cliqué sur la petite croix pour fermer l'aperçu impression. Vous voyez, ces lignes-là ne s'impriment pas, donc ça veut dire que je vais être obligé de faire mes bordures. Et ça, d'une façon générale, tout ce qui est quadrillage, quand je suis sur un quadrillage, ça ne s'imprime pas, seules les bordures s'impriment. Donc là, je suis sur mon quadrillage. Eh bien, si je veux mettre des bordures à mon tableau, je sélectionne mon tableau. Bah, je vais vous montrer une petite astuce, parce que là, ça va, c'est un petit tableau qui est tout simple, qui fait quelques colonnes et quelques lignes, donc ça va vite à sélectionner, et en étant très honnête, je ferai de cette méthode-là sans problème. Mais quand j'ai un tableau qui a un petit peu plus de colonnes et un petit peu plus de lignes, pour sélectionner rapidement un tableau, je fais CTRL étoile. La touche CTRL et quand je dis étoile, le petit signe multiplié. Et vous remarquez qu'il sélectionne le tableau. Des fois, j'ai des personnes qui me disent, moi, je clique ici. Si vous voyez bien ma souris à gauche du A et en haut du 1, quand je clique ici, ça sélectionne aussi mon tableau. Alors, oui, ça sélectionne votre tableau pour la bonne et simple raison qu'en fait, là, je vais sélectionner toutes mes colonnes et toutes mes lignes de ma feuille. Donc, évidemment, a fortiori, je sélectionne le tableau, mais pas que le tableau. Alors que quand je suis dans le tableau, n'importe où, il suffit de cliquer dans le tableau, et si je fais CTRL étoile, ça sélectionne le tableau. J'ai donc sélectionné mon tableau, ce qui va me permettre de mettre les bordures. Les bordures, je vous l'ai montré très rapidement, on l'a dans format, on l'a dans cellule, mais plus rapidement, on peut l'avoir ici, dans cette partie-là, si vous voyez ma souris, eh bien ici, j'ai le style de bordure, et ici, j'ai où je mets la bordure. Par exemple, moi, ce que je voudrais, c'est mettre des bordures partout, donc je fais bordure extérieure, hop, il en met partout par rapport à ma sélection, et puis bah, je pourrais finir j'aurais pu finir sur une bordure que encadrer quelque chose. Enfin, bref, là, j'ai mis des bordures partout. Et si je vais cette fois en aperçu avant impression, eh bien, je vois bien mon tableau et cette fois, il est bien encadré.
si je me dis, ben, j'ai commencé un petit peu mon tableau un petit peu trop haut, je souhaiterais insérer 3 lignes au-dessus. Eh bien, il suffit de sélectionner ce que je veux insérer. C'est-à-dire que si je sélectionne des cellules, j'insérerai que des cellules. C'est-à-dire que je vais descendre que cette partie-là de mon tableau. Si je veux insérer des lignes, et ce qui me semble plus judicieux dans mon cas, eh bien, je sélectionne toutes mes lignes. Donc, je clique sur 1, 2, 3. J'ai sélectionné 3 lignes. Je clique bouton de droite et j'ai inséré 3 petits points. Et quand je vais sur insérer, ben, en fait, il insère ce que j'ai sélectionné. Donc j'ai deux méthodes, soit je sélectionne 3 lignes et je demande d'insérer, soit je sélectionne une ligne et je demande d'insérer 3 fois. Ça revient exactement, hein, une fois 3 lignes ou 3 fois une ligne. Mais si je veux insérer 3 lignes d'un seul coup, bien j'insère et j'insère toujours sur le dessus. Au même titre que si j'avais besoin d'insérer des colonnes, je sélectionne le nombre de colonnes que je veux insérer, par exemple 2, je clique bouton de droite et je fais insérer et il m'insère toujours sur la gauche. J'insère toujours au-dessus et j'insère toujours sur la gauche. Bon, à l'inverse, quand je veux supprimer mes colonnes, alors juste une petite chose, c'est que la touche Supre de votre clavier ne permet pas de supprimer les colonnes, mais permet d'effacer les colonnes. Ça veut dire quoi? Bien, regardez, si je sélectionne par exemple ces colonnes-là, si j'appuie sur ma touche Supre de mon clavier, ça vide le contenu de mes cellules, mais ça n'efface pas mes colonnes ni la mise en forme. Ça vide que le contenu, que les formules de mes cellules. Donc, si je veux supprimer les deux colonnes que j'ai mis, ben, je sélectionne A, B, je clique bouton de droite, et à la même chose, on avait inséré, ben, on a supprimé. Effacer étant tout simplement la touche supre, c'est exactement la même chose. Donc là, je vais supprimer mes colonnes et je reviens ici. Vous avez remarqué que j'ai inséré des lignes, des colonnes, j'ai supprimé les colonnes et autres. Automatiquement, les formules de calcul ici ont été réadaptées. J'avais commencé avec B2 moins B3. J'avais commencé avec B2 moins B3. Ben maintenant, je suis à B5 moins B6 parce que comme j'ai rajouté des lignes au-dessus, comme j'ai rajouté 3 lignes au-dessus, ben le B2 s'est transformé en B5 et le B3 en B6. Philippe, j'en Voilà. profite pour t'arrêter. Oui. Pour les colonnes, il y a Alexandre qui demande si ton tableau, quand il est trop grand, est-ce qu'il y a un raccourci pour sélectionner une colonne entière ou une ligne entière? Une colonne, ben, en fait, pour sélectionner la colonne en entier, et d'ailleurs, ce que j'ai montré pour agrandir les colonnes d'un seul coup, il faut sélectionner la colonne entière, et pour sélectionner toute une colonne, c'est en cliquant sur la lettre B. Pour sélectionner toute une ligne, c'est en cliquant sur le nombre 3. Là, Mais ça je pense que la question, c'est plutôt d'avoir que la colonne du tableau, j'imagine, Alexandre. Peut-être pas toute la colonne jusqu'à l'infini. Ah, pardon. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, si je veux sélectionner par exemple, je voudrais sélectionner que la colonne de février de mon tableau, eh bien, je clique sur la première cellule, je maintiens la touche CTRL appuyée et la touche SHIFT. Alors qu'on soit bien d'accord en termes la terminologie de la touche SHIFT, c'est la touche majuscule, c'est pas le cadenas. Le cadenas, c'est ce qui me permet de bloquer les majuscules. Eh bien, la touche SHIFT, c'est celle qui est entre la touche CTRL et le cadenas. Donc, si je fais CTRL, SHIFT et flèche vers le bas, ça me permet de sélectionner jusqu'en bas, c'est-à-dire toutes les cellules qui sont remplies jusqu'en bas. Alors, par contre, il ne faut pas qu'il y ait un trou. Si ici j'ai un trou, vous voyez, par exemple, si j'ai pas de valeur ici dans les dépenses, si je me mets là, bah, lui, il va être assez bête là-dessus, il va descendre, là, il va s'arrêter au premier trou. Est-ce que j'ai répondu à la question? Il te redemande s'il doit descendre dans tous les cas. Oui, c'est ça. Quand tu es en haut, tu descends pour avoir toute la colonne. Je peux être aussi en bas et remonter. C'est-à-dire que si je suis en fait, il ne faut pas être au milieu. Mais si je suis en haut, je descends. Si je suis en bas, eh bien, je fais CTRL-SHIFT et au lieu de faire flèche vers le bas, je fais flèche vers le haut et je remonte. Mais je peux pas être dans le milieu. Ok, j'en profite, du coup, je rebondis. Il y a Elodie qui voulait savoir si, lorsque tu rajoutes une ligne au-dessus du tableau, s'il est toujours possible de conserver la même taille de cellule. Non. Enfin, la seule façon de faire, c'est sélectionner la ligne et puis jouer sur le fait de cloner le formatage pour refaire la même chose. C'est la seule façon. Après, moi, j'ai inséré par exemple deux lignes ici. Si je veux que ces deux lignes-là aient la même largeur, la même hauteur, pardon, la même taille et surtout la même hauteur, pardon, eh bien, je sélectionne 3 et 4 et j'agrandis un tout petit peu. Enfin, je bouge même pas à peine. Et là, les deux retrouveront la même hauteur.
Et du coup, j'en profite toujours, c'est si jamais le tableau il déborde sur 2 feuilles, comment on imprime uniquement sur une seule page? Est-ce que tu peux montrer ça? Après, j'aurais des Ouais. questions sur des formules, mais bon, voilà, je voulais te finir le tableau d'abord. Donc là, je vais déjà regarder quand je vais en aperçu avant impression. Quand je vais j'ai paumé le bouton, il a disparu devant les yeux. Voilà, je l'ai retrouvé. Quand je vais en aperçu impression, moi, j'ai de la chance, tout tient sur une page. OK. Donc, je vais jouer là-dessus. Je vais agrandir mes colonnes de façon qu'ils ne tiennent pas sur une page. Même être un peu excessif. Quand je suis ici, si je retourne dans mon aperçu à impression, bah, je m'aperçois qu'il ne tient pas sur une page. Alors, je peux jouer sur plusieurs choses. Ici, par exemple, je vais avoir la possibilité de jouer sur les marges. Je peux me dire, bah, si je diminue mes marges, avec un petit peu de chance, ça va tenir sur une page. Mais là, mon tableau est vraiment trop grand, je ne peux pas jouer sur les marges. J'ai le deuxième point qui est le format de la page. Si je clique sur format de la page, je vais avoir la possibilité au niveau général, attendez, pardon, au niveau de la page, voilà, c'est j'ai trouvé. Au niveau de la page, je peux à la rigueur le mettre en paysage. Si je le mets en paysage, j'ai un tableau qui est une feuille qui va être plus large que haut. Donc à la rigueur, je peux m'en sortir. Et là, je vois que ça marche. OK. Mais je suis sûr que vous allez me dire, oui, mais moi, je veux que ça s'imprime en portrait. Je veux que ça s'imprime en portrait et je veux pour autant que ça tienne sur une page. Et ce que je ne veux pas, c'est jouer sur l'affichage, faire un tout petit tableau à l'écran, simplement parce que je l'imprime une fois par an dessus. Dans ces cas-là, vous avez un petit bouton ici qui vous permet. Alors attendez, excusez-moi, je vais le faire plutôt par là. Je vais le mettre ici dans le format de page. Et quand je suis dans le format de page, j'ai la possibilité de lui dire je veux que tout tienne sur une page. Et Elodie, j'ai besoin de toi parce que je ne me rappelle plus. Tu veux quoi, la question? Non, attends, j'ai zappé Feuille à la fin. Tu crois? Ouais, c'est ça, c'est feuille. Pardon. Merci, Elodie. Là, quand je vais dans feuille à la fin, là, j'ai mode de mise à l'échelle. Quand il me dit rien, eh bien, je vais à la poursuite de réduire les zones en largeur et en hauteur. Et si je fais ça en disant je veux que tout tienne sur une page en largeur et une page en hauteur, et si je fais OK, tout tiendra sur une page. Si. Et du coup, pas quand tu imprimes, mais quand tu veux visualiser, on te demande comment on fige une cellule quand le tableau il est long. Est-ce que tu peux leur montrer cette astuce? Alors, ça, je vais le montrer. Bon, je peux vous le montrer là, mais je vais le montrer dans l'autre Plus tard, tableau. Parce ok. que j'ai prévu un plus grand tableau, justement, Ça marche. où je vais figer mes cellules. Là, j'ai un plus grand tableau. J'ai prévu de le montrer là. Ok, alors est-ce que tu vas montrer après? Du coup, j'avais une question, je remonte qu'elle date d'il y a un petit moment, mais je me disais que c'était pas le moment. Il y a quelqu'un qui te demandait pour les changements de couleur, pour les formules, si c'est négatif, il faut que ça devienne rouge et pour que voilà. Est-ce que tu as prévu de le montrer? C'est là. J'y arrive Eh tout ben, de c'est suite. parfait. Justement, là, j'avais fini à faire mon tableau en termes de mise en forme et autre chose. Hein, c'est classique. Bon, je vais peut-être centrer là parce que même si c'est pas important, voilà. Et moi, ce que je voudrais, c'est que, par exemple, si j'ai un solde négatif, je voudrais que ça se mette en rouge, tout simplement, ou positif ou autre chose. C'est ce qu'on appelle la mise en forme conditionnelle. Alors cette mise en forme conditionnelle, comme c'est une mise en forme, la première chose que je dois faire, c'est je sélectionne les cellules pour lesquelles je veux appliquer cette mise en forme. Vous avez deux solutions, soit je vais dans format et j'ai conditionnel ici, ou plus rapidement, j'ai le petit bouton ici, le dernier petit bouton avec marqué conditionnel. Et quand vous êtes ici, soit vous appliquez des échelles de couleurs, des barres, des icônes et ainsi de suite. Ça vous met des petites icônes sans réellement, enfin, je trouve pas ça forcément pertinent. Moi, je préfère faire mes propres règles. Dans ces cas-là, je vais dans conditions. Et vous allez voir que c'est très simple. Quand je vais dans conditions, il me dit est-ce que je veux que ça soit supérieur, inférieur, égal, entre ou contenant un texte quelconque. Eh bien moi, je veux que ça soit en rouge si c'est négatif, donc inférieur à 0. Donc je choisis condition inférieure à. Et quand je vais dans inférieur à, ben, je choisis la valeur ici, je veux dire inférieure à 0. Et ici, vous avez les mises en forme qui sont prédéfinies. Donc en rouge, normalement, c'est alerte. J'arrive pas à retrouver le. Voilà, ça doit être erreur. Je crois que c'est erreur. Et quand je fais OK,
Eh bien, là, vous allez me dire, il ne se passe rien pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai aucune valeur négative. Si je supprime les recettes de février, bien évidemment, ça devient en négatif et ça se met en rouge. Vous remarquez que le total, il est pour autant négatif et il ne s'est pas mis en rouge, tout simplement parce que quand j'ai sélectionné mes cellules, j'ai sélectionné de janvier à avril, je n'ai pas pris le total. C'est pour ça que le total n'est pas en rouge. Si je voulais que le total respecte la même règle, c'est la même chose. Quand je suis sur des... Et là, le rouge part. Je peux très bien, sur les mêmes cellules, appliquer plusieurs mises en forme conditionnelles. C'est-à-dire que quand je vais ici, quand je vais dans conditions, et je voudrais tout ce qui est supérieur, par exemple, à 20 000, et pour mettre en vert, c'est correct, je vais choisir correct. D'accord ? Si je fais OK, c'est en vert. Si je supprime ça, c'est en rouge. Je voulais simplement vous faire remarquer que quand je sélectionne les cellules, sur une même cellule ou sur un ensemble, sur une plage de cellules, je peux appliquer plusieurs mises en forme conditionnelles. Donc faites bien attention. C'est-à-dire que si vous appliquez une mise en forme conditionnelle, par exemple, je ne fais pas attention, je sélectionne mes cellules et je vais dire si c'est supérieur à 0, je veux que ça soit en rouge. Donc il va tout mettre en rouge. Et puis si un second, non, je me suis trompé, c'est pas supérieur à 0, mais c'est inférieur à 0. Si je retourne dans la même au même endroit, puis je fais condition et je dis inférieur à 0, je veux en rouge, en fait, vous mettez tout ce qui est inférieur à 0 en rouge et tout ce qui est supérieur à 0 en rouge. En un mot, vous mettez tout en rouge. Donc quand je veux modifier mes règles, supprimer mes règles ou visualiser mes règles, eh bien, je sélectionne les cellules, je vais dans la petite partie mise en forme conditionnelle, et vous avez ici gérer trois petits points. Et quand je clique sur gérer trois petits points, je vois les mises en forme conditionnelles que j'ai mis. Et par exemple ici, si je me dis non, inférieur à 0, on est sur un budget prévisionnel, je voudrais plutôt dire inférieur à 1000 parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un décalage ou autre chose. Donc en un mot, si je veux modifier une mise en forme conditionnelle que j'ai déjà mis, je vais dans éditer, et quand je vais dans éditer, eh bien, je vais choisir ce que je veux. Et plus petit que, j'ai et plus petit que, et plus grand, et plus petit ou égal, parce que là, moi, c'était plus petit strictement. Et puis ici, je peux changer la mise en forme. Et avec l'avantage, c'est que quand vous êtes ici dans Gérer, c'est que vous voyez tout de suite la mise en forme appliquée. Là, vous voyez que c'est pas en rouge, mais c'est écrit en rouge. Si je fais avertissement, non, c'est ce que j'avais choisi, pardon. Si je fais ça, c'est cette mise en forme là, et ainsi de suite. Donc, je vais rester sur erreur pour que ça soit bien en rouge, pour bien qu'on le voit. Je fais OK. Et si je veux supprimer une mise en forme conditionnelle parce que elle n'a plus lieu d'être ou elle m'intéresse pas ou je me suis trompé tout simplement, bien, je clique sur cette mise en forme. Vous remarquez qu'ici, il me met bien les plages, c'est de B7 à E7, c'est de B7 à E7. Donc, je pourrais aussi l'éditer si je voulais lui dire que c'est plus de B7 à E7, mais je voudrais mettre en même temps le total. Je pourrais très bien le modifier de cette partie-là. Et là, si je veux supprimer cette mise en forme conditionnelle, je clique dessus et je fais supprimer. Je fais OK. Évidemment, la mise en forme conditionnelle n'existe plus. J'ai répondu à toutes les questions ? Écoute, je crois que oui. Si ce n'est pas le cas, ils nous le remettront. Oui. Je voudrais aller sur un quart d'heure. Il me reste un quart d'heure, oui. C'est ce que je ziotais en même temps. Je voudrais représenter sous forme d'un graphique mes recettes et dépenses de janvier, février, mars, avril. Eh bien, pour représenter sous forme d'un graphique, et je voudrais juste attirer l'attention sur une chose. J'ai dit, je veux représenter sous forme d'un graphique mes recettes et dépenses de janvier, février, mars, avril. C'est-à-dire que dans un tableur, on ne dessine pas un graphique. Ce n'est pas un logiciel de dessin. Un graphique n'est qu'une représentation d'un tableau. Si je n'ai pas de tableau, je n'ai pas de graphique. Si mon tableau il est fait à l'arrache, mon graphique devient très compliqué à faire. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu d'agrandir mes lignes, j'ai laissé des lignes vides. Au lieu d'agrandir mes colonnes, j'ai laissé des colonnes vides. J'ai fait des fusions, j'ai fait des machins. En fait, j'ai fait un truc un petit peu bricolé. Le problème, c'est que le graphique est très compliqué à faire. Moi, mon tableau, j'ai mis toutes les cellules les unes en dessous des autres.
il est relativement simple. Si je veux représenter mon tableau sous forme d'un graphique, il me suffit de sélectionner ce que je veux voir dans mon graphique. Par exemple, je veux voir le mot recettes, dépenses, janvier, février, mars, avril. Ben, il suffit de sélectionner les recettes et les dépenses de janvier, février, mars, avril. Quand j'ai sélectionné les recettes et les dépenses de janvier, février, mars, avril, avec les données bien évidemment, mais surtout avec les textes, eh bien, une fois que j'ai sélectionné ça, je vais alors, soit dans insertion graphique, diagramme, soit je vais dans insertion diagramme, soit je vais directement sur le petit graphique qui est ici, que j'ai dans la barre d'outils. Dans tous les cas, vous avez la même chose. On arrive sur un assistant. L'assistant, ben, j'ai 4 étapes. Il me suffit de répondre aux 4 étapes. Est-ce que je veux des colonnes? Est-ce que je veux des barres, des secteurs, des lignes, ainsi de suite? Je vais vouloir des colonnes. Est-ce que je veux qu'ils soient empilés? Bon, dans mon cas, il n'y a pas trop d'intérêt d'empiler les mois ou pas trop d'intérêt d'empiler les recettes. Donc, je reste là-dessus. Donc je vais passer à l'étape suivante. Quand je passe à l'étape suivante, il me dit bah voilà, moi j'ai sélectionné de telles données de A4 à E6. Ok, c'est bien. Maintenant, je vois que je compare janvier, février, mars, avril pour les recettes et les dépenses. Or, j'aurais préféré comparer les recettes et les dépenses pour janvier, février, mars, avril. Eh bien, vous avez ici la possibilité de choisir est-ce que vous voulez que la série soit en ligne? Et vous remarquez que derrière mon graphique, je change, je visualise tout de suite. Là, je compare les recettes et les dépenses pour janvier, février, mars, avril. Ou est-ce que je veux que les séries soient en colonne? Il y a un petit bug dans le point, mais ça le fera correctement. Une fois que j'ai ça, est-ce que ma première ligne contient les étiquettes? Oui. Est-ce que ma première colonne contient les étiquettes? C'est-à-dire, est-ce que j'ai pas des données? Oui, j'ai bien ça. Je passe à l'étape suivante. J'ai des informations avec la plage en couleur, des bordures, j'ai mes recettes, j'ai mes dépenses. Je pourrais à la rigueur ajouter une donnée si j'avais envie. Je passe en élément ici. Est-ce que je rajoute un titre budget 2025 par exemple? Et je peux mettre un sous-titre, je peux mettre les axes des X, et ainsi de suite. Une fois que j'ai terminé, je clique sur le bouton terminer et normalement, il est censé me mettre janvier, février, mars, avril, mais sur mon écran, il a un petit peu bugué. Mais j'ai un ordinateur qui bug pas mal en ce moment. Mais bon. Donc voilà au niveau de mon graphique. Après, ça reste un objet. Je peux le modifier comme je veux, s'il veut bien faire, voilà. Je peux le diminuer comme je veux, je peux le déplacer comme je veux. Pas le tourner forcément. Voilà. Si je veux le modifier, quand je clique une fois, je le sélectionne. Quand je double-clique, je rentre dans mon graphique. Et quand je rentre dans mon graphique, je retrouve en fait des éléments. Par exemple, je vais avoir la possibilité de modifier le type de graphique. Si jamais je change d'avis, je ne veux pas que ce soit des barres ou je veux que ce soit un camembert ou des barres de cette façon-là. Je peux, ici je retrouve bien mon janvier, février, mars, avril. Je peux modifier aussi les données. Alors là, si je peux modifier les titres, je peux jouer sur la légende et je peux retrouver, est-ce que je mets en forme ma légende comme je veux. Bref, je vais avoir la possibilité de retrouver des éléments pour modifier mon graphique. Quand je sors mon graphique, je clique ailleurs et là, quand je suis à l'extérieur de mon graphique, je peux le déplacer comme je veux. C'est bon pour les graphiques? Question, Aurélie? Il n'y a rien de noté, c'est bon. Bon, il me reste 10 minutes. 10 minutes parce que je voudrais vous montrer une petite chose. Je vous ai dit, assez étonnant de retrouver une notion de date dans les nombres. Tout simplement, je vous ai montré un point, c'est que là, j'ai tapé un A, j'ai tapé un A. Pardon, j'ai tapé un 1, j'ai tapé un A. Le 1, c'est aligné à droite naturellement, que je peux ensuite aligner à gauche ou centrer, ou recliquer sur centrer parce que l'alignement, par défaut, c'est à droite pour un nombre et à gauche pour du texte. Une fois que je sais ça, si je tape une date, 1/1/25, vous remarquez que je sépare le jour, le mois, l'année par le slash. Si je fais ça, je fais entrer. Alors déjà, le 1/1/25 s'est transformé en 01/01/25 et il reste à droite. Il reste à droite. Pourquoi il reste à droite? Tout simplement parce qu'une date, en fait, c'est un nombre. Si je clique, par exemple, sur format cellule, sur la partie nombre, et que je demande un nombre standard, c'est-à-dire sans aucune mise en forme, quand je vais faire OK,
je vois que derrière mon 1er janvier 2025, il y a 45 658. Si je vous montre 45 658, ça veut dire que c'est le nombre de jours entre le 1er janvier 1900 et la date que j'ai tapée. Donc on se moque que entre le 1er janvier 1900 et le 1er janvier 2025, il y a eu 45 658 jours. Mais cette fonctionnalité, ce fait que quand je tape une date, c'est forcément un nombre de jours, me permet de faire des calculs sur les dates. Par exemple, si je tape le 12 février 2025, je tape le 30 juin 2025, d'accord? Et je voudrais savoir le nombre de jours qu'il y a entre ces deux dates. Là, j'ai le nombre de jours entre le 1er janvier 1900 et le 12 février 2025. Là, j'ai le nombre de jours entre le 1er janvier 1900 et le 30 juin. Eh bien, si je dis que c'est égal à ce nombre de jours moins ce nombre de jours, quand je le fais entrer, il me met 138. C'est-à-dire qu'entre ces deux dates, il y a 138 jours. 138 jours, 30 juin exclus. Ça veut dire que si je veux inclure le 30 juin, je vais être obligé de mettre un +1 dans ma formule. Mais je peux faire des calculs sur des dates pour avoir un nombre de jours. Je pense par exemple sur une partie un petit peu plus comptable, mais en tout cas quand je veux faire un prorata quelconque. Au même titre que si j'ai le 12 février et j'ai par exemple 45 jours, je voudrais savoir en partant du 12 février, quelle est la date 45 jours plus tard. Rien ne m'empêche de dire que c'est égal à cette cellule-là plus ce nombre de jours. Et quand je fais ça, j'arrive au 29 mars 2025. Si je rajoute 45 jours au 12 février, alors j'ai pris le 12 février parce que ce qui est drôle sur le 12 février, c'est que si on avait mis la même chose avec 2024, eh bien on arrivait avec une journée de plus parce que 2024 est tombé Cécile, le mois de février a une journée de plus. Donc c'est le nombre de jours exact entre ces deux dates. C'est pour ça que quand je tape une date, quand je vais dans format cellule, on a vu que dans l'onglet nombre, on avait la notion de date. Et quand je tape sur cet onglet nombre date, je peux mettre en format date. Si par exemple, moi, plutôt qu'avoir 12/02/25, je préférais avoir 2025, j'ai ce format-là, je fais OK et il me met 2025. Et puis, je vais en refaire un dernier, mais je pense que vous avez bien compris le principe. Quand je veux, par exemple, qu'il y ait le mois, enfin le jour, le mois et ainsi de suite, si je fais OK, eh bien, j'ai des dièses. Ça veut dire quoi? Alors, je parle comme un vieux, hein, les dièses, et avec les vieux qui ont compris ce que ça voulait dire dièse. Les hashtags, si je veux parler comme les jeunes, les hashtags, ça veut dire qu'il n'a pas la place de mettre mon nombre. Donc, soit j'écris plus petit, soit j'agrandis une colonne. Dès que vous avez un nombre qui se transforme en hashtag ou en dièse, peu importe, c'est tout simplement un problème de mise en forme. Une date, c'est un nombre. S'il n'a pas la place de mettre ne serait-ce que le M de mercredi ou le 5 de 2025, il le remplace par des hashtags. Dès que je vois des hashtags dans un tableau de calque, j'agrandis les colonnes ou j'écris plus petit. Et là, vous avez remarqué que mon 12 février 2025, ça s'est transformé en mercredi 12 février. Et pour autant, ça reste une date. C'est toujours aligné à droite. Hop, il me reste 7 minutes. Nickel. Bravo. Je vais revenir à la feuille que j'ai préparée. Pas ça. Et après, on prendra quelques questions dans les 2 dernières minutes, du coup? Ouais. Je vais me dépêcher pour ça. Je vais déjà Alors, répondre à une question. À vos claviers. Je vais déjà répondre à une question que j'ai eue et que j'avais gardé ce tableau-là justement pour ça. C'est que quand j'ai un tableau comme ça, un grand tableau, c'est aussi bien en ligne qu'en colonne. C'est que quand je descends, je vois plus le haut et quand je suis en haut, je vois plus le bas. Ça peut durer des années. Si je veux garder cette ligne-là et si je veux garder cette colonne-là, je clique en dessous de la ligne que je veux garder. Je clique à droite de la colonne que je veux garder. Je clique en dessous et à droite de la colonne que je veux garder. Et n'allez pas dans ce petit bouton ici où vous avez ligne, où il vous dit fixer la première ligne. Parce que le problème de fixer la première ligne, c'est qu'il fixe la ligne numéro 1. Et dans mon cas, j'ai fait exprès de me mettre là, la ligne numéro 1, elle n'est pas franchement stratégique. Donc, si je veux fixer par rapport à où je suis, c'est-à-dire au-dessus de la cellule active et à gauche de la cellule active, eh bien, je vais dans format. Dans format, je vais. Excusez-moi. Je ne vais pas dans format. Je vais dans affichage. Et dans affichage, je vais dans fixer ligne et colonne. Fixer ligne et colonne. Et quand je vais dans fixer ligne et colonne, je clique dessus. Vous remarquez qu'il y a 2 traits noirs qui s'affichent, pas qui s'impriment, mais qui s'affichent. Et ces 2 traits noirs me permettent d'assurer une chose, c'est que je vois toujours, eh bien, la première ligne ou la première colonne. Voilà.
Est-ce que c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Ça a l'air d'être bon, cette consigne-là. Je voudrais juste finir un tout petit point. Et après, ouais, j'aurai le temps pour répondre aux questions s'il y a des questions. Vous voyez, j'ai mis action 1, action 2, action 3, j'ai mis un coup, quel que soit le coup, peu importe. Ici, j'ai mis des dates. Je vais en profiter juste une petite chose, c'est que quand je tape une date, 1/1/25, une date, c'est un nombre et ainsi de suite. Si je prends la petite croix noire, quand je fais ça, il va quand même recopier, il va incrémenter mes dates et de façon intelligente, c'est-à-dire que là, 31 janvier 2025, il va passer au 1er février et en 2025, il va s'arrêter à 28 et en 2024, il sera arrêté en 24. Au même titre que si je tape 12, si je prends 12 et je fais ça et je descends, il va faire 12, 13, 14, 15, 16. Maintenant, si je voulais mettre 12 partout, eh bien, je tape 12. En dessous, je tape 12. Je sélectionne les deux cellules qui ont un 12. Et quand je descends, il va comprendre que je veux recopier le 12. C'est valable aussi pour les dates. Si je ne voulais pas qu'il fasse 1er janvier, 2 janvier, ainsi de suite, mais j'aurais voulu qu'il me mette 1er janvier, 1er février. En fait, on va lui dire que je vais lui montrer le pas. Donc, si je sélectionne 1er janvier et 1er février et que je recopie vers le bas, eh bien, il va comprendre que je veux le 1er de chaque mois, ou le 15 de chaque mois, ou ainsi de suite. Et si je lui avais voulu qu'il recopie 1er janvier partout, eh bien, il faut bien que je pense à taper 1er janvier, puis 1er janvier. Et une fois que j'ai sélectionné tout ça, eh bien, si je recopie en bas, il va me recopier 1er janvier partout. Voilà, j'ai fait une petite aparté par rapport à la petite, à la poignée de recopie. Le vrai terme, c'est poignée de recopie. Et ce que je voulais, 3 minutes, ce que je voulais, c'est simplement vous montrer une fonctionnalité. Si je mets ici 10, ma valorisation, c'est tout simplement égal au coût multiplié par la cellule B2. Et ce que je vous conseille vivement, c'est que si je veux valoriser par la même valeur, évitez de mettre C5 x 10, puis vous recopiez vers le bas. Parce que si jamais le x 10, vous voulez le varier, c'est l'intérêt d'un tableur, ben vous serez obligé de modifier la formule de calcul. Moi, je ferai plutôt référence à une cellule, là en l'occurrence B2, dans laquelle j'ai mis 10. Le seul problème, c'est que quand je recopie vers le bas, ça devient vite n'importe quoi. Il met des valeurs et ainsi de suite. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que quand je prends la petite croix noire et que je descends, il recopie l'idée de la formule. C'est-à-dire que là, il prend C5 fois B2. Mais quand je descends d'une ligne, il va prendre C6. Ah, c'est génial, c'est ce que je veux, mais multiplié par B3. La preuve, quand je suis ici, il a pris C6 fois B3, et puis là, C7 fois B4. Pourquoi il me met valeur? Parce qu'il y a le mot action. Donc, action 135 multiplié par le mot action, ce qui ne veut absolument rien dire. Donc, ça veut dire que quand je suis comme ça, ce que je vais faire, eh bien, je vais lui demander de bloquer. Je voulais juste vous montrer ça. Si je suis ici, je clique sur ça, je multiplie par ça. C'est-à-dire, dans un premier temps, je fais la formule dans la cellule comme si je ne m'occupais pas de recopier la cellule. Et avant de valider, je me dis, attends, cette cellule, j'ai besoin de la recopier vers le bas. Si je recopie vers le bas, le C5 va se transformer en C6. Génial, c'est ce que je veux. Le B2 va se transformer en B3. Ah, c'est pas ce que je veux. Et pour lui dire bloquer, eh bien, dans le calque bloqué, ça se met avec un $. Dollar veut tout simplement dire je bloque. Donc, ça veut dire que si je relie ma formule, ça veut dire que c'est C5, j'ai rien bloqué, multiplié par B, et je bloque la ligne 2 lors de la recopie. Et quand je fais ça et je recopie jusqu'en bas, ça fonctionne. Si j'avais besoin de bloquer la colonne, j'aurais mis le $, devant le B. Dollar veut dire je bloque. Donc, quand je veux bloquer ma colonne et ma ligne, c'est $B, $2. Je bloque ma colonne B, je bloque ma ligne 2. Et pas l'inverse. On n'est pas, si vous êtes fan de Star Wars, on n'est pas maître Jedi, on ne dit pas ma colonne, je bloque. Ni ma ligne, je bloque. On dit je bloque ma colonne, je bloque ma ligne. Voilà, maintenant donc, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Ouais, en parlant de bloquer, moi, si tu nous montrais comment on figeait les lignes, tu sais, on t'avait demandé tout à l'heure si tu pouvais nous montrer. Regarde, c'est figé. Ah, bah écoute, on me repose la question, donc alors je si tu veux bien remontrer. Je défige. Ça se dit pas, mais enfin. Vas-y. Si je veux bloquer cette ligne-là, je veux bloquer cette colonne-là, je veux bloquer les deux. D'accord? Je me mets en dessous de la ligne que je veux bloquer. Donc là, si je veux bloquer que cette ligne-là, je me mettrai ici. Si je veux bloquer et la ligne et la colonne, je me mets ici. C'est-à-dire que je vais bloquer ce qui se trouve au-dessus de ma cellule active et ce qui se trouve à gauche de ma cellule active. C'est clair pour tout le monde?
Une fois que j'ai fait ça, je vais dans l'onglet Affichage. Et dans Affichage, j'ai fixé ligne et colonne. Ok. Je crois que la question, c'était pas celle que j'avais compris. Marie-Claude me précise, c'est pas figé, mais sécuriser une formule sur un tableau partagé. D'accord. Et après, j'aurai une dernière question et puis on coupera. Là, j'ai mes formules de calcul. En fait, ça marche en deux points. Il faut déjà que je montre les cellules que je laisse en libre service et après, je sécurise. Donc, ça veut dire que cette cellule-là, je la sélectionne. Quand je vais dans Format cellule, vous avez un onglet qui s'appelle protection de cellules. D'accord? Et vous remarquez que là, c'est marqué protégé. Donc, ça veut dire que ces cellules-là sont protégées. Elles ne sont pas pour l'instant protégées, mais elles sont bien protégées. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais prendre par exemple ces cellules-là. Celles-là, je veux les laisser en libre service. Je retourne dans Format cellule. Je vais dans la protection et je lui dis, celle-là, je ne veux pas qu'elle soit protégée. Elles ne seront jamais protégées. Et regardez ce qu'il vous met. Il vous dit, sélectionnez protéger de la feuille à partir d'un menu outils. C'est-à-dire qu'il vous dit que la protection sera active quand j'aurai protégé la feuille. Pour l'instant, je mets juste une mise en forme. Quand je vais faire OK, j'ai des cellules qui ne seront jamais protégées et j'ai des cellules qui seront protégées. Et une fois que j'ai fait ça, je vais dans Outils et dans Outils, je vais protéger la feuille. Je vais demander de protéger la feuille. Il me demande est-ce que je mets un mot de passe ou pas. Si vous mettez un mot de passe, on vous demandera un mot de passe pour enlever la protection. Si vous ne mettez pas de mot de passe, on ne vous demandera pas de mot de passe pour enlever la protection. Et vous avez la possibilité de dire je protège la feuille. Donc, je peux sélectionner les cellules protégées ou pas protégées. Je peux laisser insérer des lignes ou pas. Je peux changer la mise en forme. Enfin bref, vous avez différentes choses. Moi, je vais juste faire ça sans faire de mot de passe. Ça veut dire que quand je suis là, je peux taper 125 000 parce que je n'avais pas protégé ces feuilles-là. Mais par contre, ces cellules-là, par contre, quand je suis ici, je ne peux pas supprimer ma formule de calcul. Moi, maintenant, comme je n'ai pas mis de mot de passe, si je vais dans Outils, j'ai cliqué sur protéger la feuille et il enlève la protection parce qu'évidemment, je n'ai pas mis de mot de passe. Si j'avais un mot de passe, eh bien, quand j'allais là, il me demandait le mot de passe pour avoir la permission de retirer la feuille. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions ? Merci bien Philippe pour toutes ces petites astuces. Il y a eu des géniales, des tops, des merci, donc chouette. Merci beaucoup Philippe. Du coup, pour ceux qui notamment me demandaient des supports, non, il vous a fait la démonstration Philippe en ligne, donc n'hésitez pas à revoir le replay qu'on vous enverra demain le temps qu'il se génère. Et puis, comme j'ai mis en aparté pour certains, donc le 16 octobre, il y a une sorte de suite, c'est calque avec des formules un petit peu plus, un peu moins simples, on va dire, qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, et n'hésitez pas du coup à partager vos astuces à vos collègues. Eh bien, merci à tous. Et puis, je vais donc couper maintenant l'enregistrement et je vous dis